Bonsoir et bienvenue dans Savour. Garde heureuse de vous retrouver. Bonsoir Cécile Duflot. Bonsoir. Et merci d'être notre grand témoin pour évoquer ce soir le nouveau rapport d'Oxfam. L'ONG que vous dirigez, rapport sur les inégalités mondiales face aux multimilliardaires dont la fortune a bondi en 2024 avec désormais, et c'est nouveau, on va y revenir, une ingérence directe dans nos démocraties. Elon Musk en est l'incarnation. On y revient tout à l'heure longuement dans la deuxième partie. Mais d'abord, quel garde-fou pour le climat? On va s'arrêter ce soir sur les conséquences du retrait américain de l'accord de Paris. Doit-on craindre un effet contagion après la décision de Donald Trump? La Chine, l'Europe peuvent-elles maintenir à flot la coopération mondiale pour le climat? C'est notre grand débat dans un instant. Enfin, la question qui fâche ce soir, faut-il raccourcir les vacances d'été des élèves français? La ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, relance le débat, tir croisé avec nos chroniqueurs à la fin de cette émission. Voilà pour le sommaire. On y va, Cécile Duflot? On y va. Ça vous regarde? Ça commence tout de suite. Il y a 8 ans, il l'a à nouveau qualifié d'escroquerie. L'accord de Paris, c'est fini aux États-Unis. C'est l'un des décrets phares de Donald Trump. On va s'arrêter donc ce soir sur les conséquences de ce retrait américain. Mais à peine annoncé, une petite raison d'espérer ce soir, le milliardaire américain Michael Bloomberg s'engage à prendre en charge toute contribution américaine impayée sur le climat. Alors est-ce que ça veut dire que le reste du monde a les capacités, les moyens de résister aux attaques climatiques de Trump? Bonsoir Marie Toussaint. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes eurodéputé écologiste. Bonsoir Thomas Pellerin-Carlin. Bonsoir. Ravi de vous avoir, député Place Publique, eurodéputé également spécialiste des questions énergétiques. Bonsoir Anne Bringot. Bonsoir. Bienvenue, directrice des programmes du réseau d'associations Action Climat. Et bonsoir Sébastien Treyer. Bonsoir. Directeur général de l'IDRI, c'est l'Institut du développement durable et des relations internationales. Avant de vous entendre, le climat façon Trump, c'est dans le récap de Thibaut Hénoch. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Myriam, bonsoir à tous. Donald Trump enterre donc la lutte contre le dérèglement climatique. Oui, à l'heure où la Californie continue de brûler 20 000 hectares partis en fumée, et bien lundi, à Washington, dans un contraste édifiant, Donald Trump peut décider, lui, de jeter du pétrole sur les braises. Je vais déclarer une urgence énergétique nationale. Nous allons forer à tout va. Un slogan qui traduit la volonté du président américain d'aller chercher les énergies fossiles partout où elles se trouvent, fût-ce sur des terres protégées. Objectif, 3 millions de barils de pétrole en plus par jour d'ici 2028, soit une hausse de 25% de la production pétrolière américaine. Pire, elle devrait passer en premier lieu par des puits de pétrole de schiste. Tant pis pour la nature. L'objectif est autre, la prospérité à tout prix. Nous redeviendrons une nation riche et c'est cet or liquide sous nos pieds qui nous y aidera. Grâce à mes actions d'aujourd'hui, nous mettrons fin au Green New Deal. Une politique de la terre brûlée écologique à grands coups de décrets d'annulation. Exit donc le Green New Deal de Biden et ses aides fédérales aux énergies renouvelables, haro sur l'éolien en particulier en mer. Fini aussi les incitations à l'achat de véhicules électriques. Révoquer le décret démocrate obligeant l'industrie automobile à ne plus produire que 25% de véhicules thermiques. En 2030, vous pourrez acheter la voiture que vous voulez, a lancé Donald Trump. Une philosophie, la liberté contre l'écologie, que les décrets du nouveau président, pris lundi, déclinent dans un étonnant inventaire. Regardez, la politique des États-Unis sauvegarde la liberté des Américains de choisir une variété de produits dont les ampoules, les machines à laver, les lave-vaisselle, les cuisinières à gaz, les radiateurs et les pommeaux de douche. Cela pourrait prêter à rire si ces coups de stylo raturant toute ambition climatique n'étaient pas si destructeurs, le plus grave étant celui-ci, la sortie de l'accord de Paris sur le climat. Cette lettre sera transmise aux Nations Unies pour expliquer que nous nous retirons des accords de Paris sur le climat.
Alors Thibault, quelles conséquences? Essentiellement négatives, évidemment. D'après une projection, la politique de Trump pourrait mener à 4 milliards d'émissions de CO2 en plus dans les 5 prochaines années et éloigner encore davantage les États-Unis de leur objectif de neutralité carbone en 2050. Rappelons que les essais contre le deuxième pollueur mondial derrière la Chine, soit environ 11% des émissions de gaz à effet de serre. Alors leur sortie des accords de Paris fait craindre un effet domino. Y aura-t-il une baisse des objectifs de certains pays signataires, objectif qui doit être réactualisé à la fin de l'année lors de la COP30? Eh bien, le président de cette COP s'en inquiète. Cela aura un impact significatif sur la COP et la manière dont nous allons devoir gérer le fait qu'un pays aussi important sorte de ce processus. Alors comment espérer dans ces conditions? Eh bien en misant peut-être sur un sursaut des autres pays, des pays pour qui l'énergie verte n'est pas un fardeau, contrairement à la vision de Donald Trump, mais une opportunité et un facteur de croissance. Eh bien, on est là pour en débattre. Merci pour ce récap très complet ce soir, Thibault. Marie Bringot, pour se figurer les choses, plus 4 milliards d'émissions de CO2 dans les 5 prochaines années, selon les premières projections, c'est un tsunami de pétrole et de gaz. Concrètement, ça veut dire quoi concrètement? Les effets pour qui en premier? Ce sont les émissions, c'est l'équivalent des émissions en un an de toute l'Europe plus du Japon. Donc c'est vraiment considérable. Et ces émissions en plus, eh ben, c'est des impacts. On voit les incendies actuellement en Californie, ils sont plus intenses parce qu'on a plus de sécheresse. On a plus de sécheresse parce qu'on a le changement climatique. Il faut dire que les Américains eux-mêmes vont être les premières victimes de ces émissions? Ce sont parmi les premières victimes, soit par ces incendies, soit par des sécheresses qui ont touché aussi beaucoup de régions, ou par des ouragans également plus intenses, ouragans qui comptent des dizaines de milliards déjà aux États-Unis. Donc ça va coûter encore plus cher. Et donc finalement, voilà, on a une politique économique qui va avoir des impacts catastrophiques, y compris sur les électeurs de Donald Trump. Le forage à tout va, ça aussi, c'est catastrophique. Pourquoi? Pour la biodiversité? C'est catastrophique, effectivement. Alors déjà, effectivement, sur les émissions de gaz à effet de serre, mais je pense qu'il faut se poser la question de pourquoi. Pourquoi il défend tout ça? Et on le sait pourquoi. C'est parce que sa campagne a été financée à hauteur de 229 millions de dollars. 229 millions de dollars par des entreprises du pétrole et du gaz fossile. Ce sont des montants considérables. Donc il est tenu, Donald Trump. Donc il est tenu à faire ce que ces entreprises attendent de lui, c'est-à-dire libérer, supprimer toutes les règles environnementales pour relancer complètement l'exploitation de pétrole et de gaz. Les États-Unis, c'est le premier pays producteur de pétrole au monde et c'est le premier pays producteur de gaz fossile au monde. C'est énorme. Il veut les développer plus. Donc les premiers décrets qu'il a pris, vous le disiez, c'est pour libérer la production d'énergie pour les Américains, faire baisser les prix. Les règles environnementales, c'est de l'idéologie. D'ailleurs, juste techniquement, il ne peut pas sortir tout de suite. Il s'en fiche. Il faut un an, je crois. Pour l'accord de Paris, oui, mais juste sur les décrets, à côté de ça, il prend un décret pour arrêter par contre l'éolien offshore, donc l'éolien en mer. Et là, pour le coup, on n'a pas besoin de développer toutes les énergies possibles, c'est assez étonnant. Et là, pour le coup, attention, les poissons, quand même, il faut y faire attention. Donc on voit bien que derrière, ce n'est pas finalement des convictions qu'il a, c'est purement des financements, des intérêts et des intérêts privés. Sur l'accord de Paris, effectivement, au niveau international, ça va avoir des impacts. Les États-Unis rejoignent 3 pays qui ne sont pas dans l'accord de Paris, l'Iran, le Yémen, la Libye. Drôle d'amis. Et effectivement, ça peut freiner l'action si des pays comme l'Europe ou la Chine ne prennent pas le lead sur ces négociations. On y vient sur l'Europe. Est-ce qu'on peut espérer un sursaut des autres pays? Marie Toussaint, vous avez pris la température de vos collègues européens, puisque vous revenez de Strasbourg, tous les deux d'ailleurs. Le climato-scepticisme gagne du terrain ou pas? Oui, c'est une évidence. Et je pense que c'est ça qui est terrible, c'est qu'on pourrait se dire simplement, avec une forme de naïveté, bon, c'est les États-Unis, et donc nous, on va agir plus, et de toute façon, on sera au-dessus. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Quelque part, Trump et son ami Musk ont déjà contaminé l'idéologie européenne. Avec les résultats des dernières élections ? Aussi, ou dans les discours, ça change déjà. Avec cette avancée des extrêmes droites, qui compte pour un tiers de l'hémicycle aujourd'hui, 3 groupes différents, mais aussi une droite plus traditionnelle qui revient avec comme programme d'abattre toutes les réglementations environnementales. Et donc d'un côté, on a Donald Trump qui dit
je sors de l'accord de Paris pour le climat et je désigne Musk comme étant le ministre en charge de la dérégulation, de la déréglementation pour vraiment que ce gouvernement fonctionne mieux. Et du côté de l'Europe ou de la France, et je veux en dire un mot aussi, on a une Europe qui dit bon, la décarbonation quand même c'est important, mais alors la biodiversité c'est pas grave, le changement de modèle agricole c'est pas grave, on va retarder les textes sur la déforestation. Et puis, donc ça d'une part, et d'autre part qui dit mais en fait il faut vraiment déréguler, il faut les supprimer, toutes ces normes qui nous enquiquinent. C'est le pacte vert européen qui a déjà été un peu vidé de sa substance après la colère des agriculteurs. Qui est sous attaque. Et on a entendu cette semaine le gouvernement français, parce que je veux dire aussi à celles et ceux qui nous écoutent que nous ne sommes pas à l'abri de cette dynamique politique extrêmement profonde. On a le gouvernement français qui, cette semaine, nous a dit que ces normes qui pesaient sur les entreprises pour protéger la nature et la santé, eh bien, c'était un véritable enfer, le terme est fort. On a eu aujourd'hui le ministre de l'économie qui est supposé pourtant être un petit peu de gauche, mais qui nous annonce qu'on va suspendre les réglementations qui s'imposent aux multinationales, le temps de les simplifier, en gros, de les détruire. Et donc, on est dans cette dynamique-là où, finalement, on veut détruire toutes ces normes qui protègent les populations, qui protègent le climat, qui protègent la biodiversité et dont nous avons impérativement besoin. Thomas Pellerin-Carlin, en 2016, il y a 8 ans, il n'y avait pas eu d'effet domino. Et ça, c'était remarquable. Et même aux États-Unis, on va en parler, des entreprises n'avaient pas forcément suivi Trump et avaient continué d'investir dans les renouvelables. Aujourd'hui, on parle de l'Argentin Milei qui pourrait sortir. On parle aussi du Venezuela, de la Russie. Vous y croyez ? L'important à comprendre, c'est aussi l'évolution de Trump par rapport à son premier mandat. Vous avez évoqué la question de l'éolien en mer et c'est un changement intéressant. Pendant le premier mandat de Trump, Trump soutenait les énergies éoliennes en mer, puisque c'est des énergies qui renforcent la souveraineté nationale et c'est des énergies qui produisent de l'électricité à très bas coût. Et là, il y a eu vraiment un changement purement idéologique de Donald Trump qui, se rendant compte que c'est intéressant économiquement de développer des éoliennes en mer, a décidé de l'interdire, tout simplement aux États-Unis. Et donc là-dessus, on est sur un choix de Trump où il se tire une balle dans le pied d'un point de vue économique par haine de l'écologie. Parce qu'il aurait des intérêts économiques à continuer à décarboner via l'éolien en mer. Complètement. On va y revenir. Sur l'effet domino, vous ne m'avez pas répondu. Sur l'effet domino, moi j'ai du mal à y croire. Il faudrait des chefs d'État suffisamment stupides, ou en tout cas d'un niveau de stupidité similaire à celui de Donald Trump, pour vouloir se tirer des balles dans le pied d'un point de vue économique. Viktor Orban en Europe, par exemple ? Viktor Orban, par exemple, il y a beaucoup plus de panneaux solaires. Aujourd'hui, 25% de l'électricité produite en Hongrie vient du soleil. Donc Viktor Orban, avec lequel j'ai tous les désaccords du monde, ne se tire pas des balles dans le pied d'un point de vue économique par haine de l'écologie. La Hongrie, avec tous les défauts de ce pays-là, est un des plus grands producteurs de batteries en Europe et un des pays qui a le plus développé l'énergie solaire. L'Italie de Meloni, qui était présente à Washington, non plus ? Là aussi, l'Italie est un pays qui a beaucoup développé les énergies solaires et éoliennes. Là, on est vraiment sur un cas qui, à ma connaissance, est un cas unique dans l'histoire de l'humanité, de quelqu'un dont la haine de l'environnement est telle qu'il est en train de saborder une partie de l'économie américaine, et notamment le système électrique américain, qui plus que jamais est sur le point de rencontrer des difficultés très importantes. Donc c'est presque contre son propre intérêt économique. L'homme d'affaires Donald Trump a perdu le sens des affaires. Sébastien Treyer, aux États-Unis, que peut-il se passer ? Les industriels de l'économie verte dans les énergies renouvelables, par exemple, ils ont intérêt à suivre le drill baby drill de Trump ? Non, moi je pense que je vais aller dans le même sens que Thomas Pellerin-Carlin. L'économie américaine n'a pas forcément intérêt à ce qui a été décidé par Donald Trump. Il a décidé par exemple de relancer le moratoire sur les terminaux de LNG, de gaz, de liquéfaction de gaz, alors qu'en fait il y a déjà une surcapacité de production par rapport à la demande mondiale. Donc en fait il y a des choix économiques qui ne sont pas raisonnables dans un certain nombre de... Ça veut dire que s'il produit encore plus de gaz non liquéfié, les prix vont baisser et ça sera contre l'intérêt de l'économie américaine. Il y a quelque chose de pas raisonnable effectivement dans le mécanisme que vous venez de décrire. Et de la même manière, là, peut-être à plus moyen terme, mais l'idée de produire toujours plus de pétrole alors que la Chine vient d'avoir son pic de consommation de pétrole, probablement, d'après ce que dit les scénarios de l'Agence internationale de l'énergie, c'est quand même de ne pas penser à l'avenir des marchés de manière extrêmement logique. Et donc moi je pense que les secteurs des technologies décarbonées aux États-Unis ont tout à fait intérêt à faire entendre leur voix le plus possible pour continuer à rester dans la dynamique. Donc ça veut dire que les entreprises, comme en 2008, enfin, on est dans la prospective, mais pourraient continuer, c'est ça ?
pourrait continuer à investir et pas forcément obéir à cette nouvelle doxa trumpienne. En fait, ils n'ont pas c'est comme un pays de libéralisme économique, c'est pas le gouvernement fédéral qui décide ce que les entreprises font. Et les incitations en moins sont évidemment vont pas aider ce secteur-là, mais il y a plein de raisons économiques pour lesquelles ça va continuer à aller dans ce sens-là. Oui, j'ai lu qu'au Texas, par exemple, il y a du pétrole, mais il y a aussi énormément d'énergie verte. Tout à fait. Et donc, ce serait économiquement stupide d'arrêter. Donc, même là où il y a du pétrole. Et une partie de l'Inflation Reduction Act, donc du plan que Trump appelle mal le Green New Deal, qui était une proposition d'Alexandra Ocasio-Cortez. Donc le plan IRA faisait des subventions à un certain nombre d'industries décarbonées que beaucoup de gouverneurs républicains dans un certain nombre d'États ont envie de garder. Et d'ailleurs, je pense que Trump ne peut pas les annuler du jour au lendemain. Et donc, il y aura quand même un soutien public à un certain nombre de ces industries-là. Un dernier point, si vous le permettez. Je vous en prie, sur on l'efficacité attend. énergétique. Vouloir laisser la liberté de choisir des chaudières à gaz, de pas chercher l'efficacité énergétique, c'est-à-dire il vient d'annuler des ordres ou des incitations du gouvernement précédent sur meilleure efficacité énergétique. En fait, je ne vois pas en quoi c'est non plus aider les consommateurs américains dans une logique de pouvoir réduire les prix ou d'aider leur budget. Effectivement, parce que les passoires thermiques, ça coûte cher et à terme, c'est une catastrophe pour le porte-monnaie des Américains. Cécile Duflot, votre intuition, on va assister à un immense retour en arrière. Est-ce qu'on est en train d'assister à un choc climatique mondial ou au contraire, peut-être qu'il y aura un peu plus le pied sur le frein pour les normes, par exemple, mais les autres pays mondiaux, la Chine, l'Europe, peuvent prendre le relais? Le choc climatique auquel on assiste, c'est celui de la réalité du changement climatique. Il y a quelque chose d'un peu fou à voir ces décisions de Donald Trump en face des incendies de Los Angeles. Et on voit bien que c'est de l'auto-sabotage. Donc les dirigeants qui feront ça comme Donald Trump feront de l'auto-sabotage de leur propre population. Sur deux aspects. Le premier, c'est qu'évidemment, la gravité du changement climatique, elle est déjà là, mais chaque petit bout de petit degré qu'on gagne évite d'autres catastrophes. Donc, toute action est nécessaire, mais qu'en plus, le coût de l'inaction climatique est beaucoup plus élevé que celui de l'action. Donc, ça va coûter beaucoup plus cher au budget des Américains, à la vie du peuple américain. Et je pense qu'on va assister, à mon avis, à des résistances. Là, tout le monde est un peu en état de sidération, comme on a pu le voir d'un certain nombre de villes, y compris d'États, de populations et d'entreprises. Parce qu'en fait, le débat, il n'est pas idéologique sur le changement climatique, il est scientifique. Et la réalité, elle est brutale et brûlante. Et le milliardaire Michael Bloomberg, l'ancien maire de New York, qui dit ce soir, eh bien, je m'engage, je payerai toutes les contributions américaines impayées par Trump. Il y a des milliardaires qui ont des vertus. Heureusement quand même, sinon ce serait vraiment triste. Je pense qu'ils ont déjà un cerveau, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, il suffit de réfléchir, de regarder la réalité climatique et d'avoir simplement un tout petit peu de jugeote. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que je pense qu'au-delà, après ce moment de communication, de sidération, il y a déjà des communautés locales, des États, des entreprises. Donc la résistance s'organise d'une certaine façon. Mais parce que c'est la résistance qui est une question assez vitale de savoir si on veut garder une planète habitable pour l'espèce humaine. Et les États-Unis sont assez menacés. Vagues de chaleur, vagues de froid. On va les voir en images. Sécheresse, la réalité aux États-Unis, elle est déjà très, très difficile. Justement, le principal objectif de l'accord de Paris, de contenir à 1,5 degré le réchauffement de la planète, il est déjà obsolète. Incendies, sécheresse, cyclone, l'année 2024 a battu tous les records, particulièrement aux États-Unis. Tour d'horizon en images, Maïté Frémont. Depuis quelques heures, Los Angeles combat à nouveau les flammes. En seulement quelques semaines, la Californie fait face à son 3e incendie dévastateur, attisé par les vents, le faible taux d'humidité et la sécheresse. 2024 aura été la première année au-dessus du seuil de 1,5 degré de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle, devenant ainsi la plus chaude jamais enregistrée depuis 1850. L'année dernière, le chiffre dont nous disposons fait état d'un réchauffement d'1,55 degré. Mais il y a des marges d'erreur. C'est la raison pour laquelle ce phénomène prend de l'importance. Une barre symbolique qui correspond à la limite la plus ambitieuse de l'accord de Paris, où l'objectif précis était de contenir le réchauffement bien en dessous de 2 degrés.
Un record de chaleur également pour nos océans et des catastrophes naturelles qui se multiplient un peu partout dans le monde. Nous vivons un effondrement climatique. Les températures extrêmes, les incendies violents, les sécheresses et les inondations historiques ne sont pas des catastrophes naturelles. Ce sont des catastrophes humaines. Un record de chaleur également pour nos océans. En décembre dernier, le cyclone Chido dévaste Mayotte, exacerbé par les eaux anormalement élevées dans cette zone de l'océan Indien. Le Brésil, la Bolivie, la Chine, l'Espagne, aucun pays n'est épargné par les inondations ou encore les glissements de terrain, comme ici en Inde, où le mercure est monté jusqu'à 50 degrés à l'ombre. L'urbanisation est à elle seule responsable à 60% de l'impact du changement climatique, comme ici les vagues de chaleur qui se produisent en Inde. Pour lutter contre le changement climatique, l'ONU Climat pourrait bien devoir faire sans les 88 millions d'euros de contributions américaines, conséquence du retrait des États-Unis de l'accord de Paris. Marie Toussaint, on sait déjà que les 1,5 degré, c'est mort, pour le dire simplement. 2 degrés, c'est encore atteignable sans les Américains, si toute l'économie suivait les injonctions climato-sceptiques de Trump. Ou est-ce qu'on a les moyens, Europe, Chine, de prendre le relais et de parvenir aux objectifs ? Oui, peut-être pour mettre un peu d'optimisme dans notre discussion, mais bien sûr, on a les moyens de le faire. En fait, on sait comment faire et on sait ce qu'il faut faire. Il faut lever de l'argent, parfois avec de l'endettement. Donc, il faut accepter aussi qu'il y ait de la bonne dette qui prépare notre avenir. Et puis, on a des tas de solutions, l'agroécologie. Pour l'instant, celui qui lève de la dette, c'est plutôt Trump. Le rapport Draghi est resté lettre morte. Personne ne pense à emprunter massivement en Europe aujourd'hui. Mais ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait de dire attention, il n'y a pas que les États-Unis et l'Europe, elle aussi, est en train de s'enfermer et de s'enferrer. Mais bien sûr, on peut changer les choses. Et c'est ça qui donne un petit peu d'espoir. Mais on prend l'exemple de l'Europe. On travaille chaque jour pour essayer de faire en sorte que l'Europe se dote d'une bonne trajectoire. On pourrait tout à fait se dire que l'Europe lève les quelques centaines de milliards nécessaires pour investir. On l'a fait pendant la crise du Covid. On peut tout à fait le faire pour le climat, qui est une urgence vitale et absolue. On peut se dire qu'on investit dans les énergies renouvelables. On peut se dire qu'on investit dans la souveraineté industrielle, économique, énergétique. Pour ne plus acheter du gaz américain. Et c'est aussi bon pour la paix et c'est bien sûr bon pour le pouvoir d'achat. Vous avez raison sur le gaz naturel américain. On ne peut plus acheter aux Russes et on se tourne vers les Américains. Et Ursula von der Leyen, elle a bien l'intention de dire ne nous taxez pas, en échange, on achète le gaz. Elle a proposé à Donald Trump, avant même qu'il soit désigné, d'acheter de plus en plus de gaz naturel liquéfié. Je complète ce que disait Anne Bringo tout à l'heure. Le gaz naturel, le gaz de schiste américain, il vient par ailleurs souvent de territoires qui sont habités par des communautés afro-américaines, par des communautés latino ou amérindiennes. Et donc en plus de ça, avec une injustice qui est extrêmement profonde et qui reflète bien ce qu'est le dérèglement climatique, c'est-à-dire vraiment une emprise, une domination des modes de vie des plus riches sur celle des milliards de plus vulnérables. Bon, mais cette situation-là, donc encore une fois... On n'en prend pas le chemin de la résistance pour l'instant. Non, mais on peut le faire, et donc c'est important de le dire, et c'est important de dire aussi qu'on peut se mobiliser avec les syndicats, mais aussi avec les associations et avec les entreprises qui, de plus en plus nombreuses, sont là à dire, mais nous allons poursuivre l'investissement, nous allons poursuivre l'innovation, nous allons poursuivre sur la défense des normes, et donc c'est ça qui donne un petit peu d'espoir. C'est ça, parce que l'économie de demain, c'est l'économie décarbonée. Nous, Européens, on a besoin de changer de modèle énergétique. On a besoin d'arrêter d'être dépendant du gaz, quel qu'il soit, russe ou américain. On a les moyens de ça, franchement ? Oui. On a les moyens. Déjà, il faut regarder quelle est la situation aujourd'hui. Encore aujourd'hui, les 2/3 de l'énergie qu'on consomme en Europe comme en France, ça vient des énergies fossiles, du pétrole et du gaz qu'on n'a pas chez nous. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a une évolution très positive depuis 2006 en particulier. Depuis 2006, on consomme moins d'énergie en Europe et on a désormais les énergies renouvelables qui sont devenues parmi les énergies les plus importantes. Si on regarde par exemple sur la production d'électricité, le charbon, c'était une des principales sources de production d'électricité dans l'Union européenne. En 2024, c'est tombé au numéro 6. Grâce à quoi ? Grâce au solaire. Aujourd'hui, on a plus d'électricité en Europe qui vient du solaire que de l'électricité qui vient du charbon. Et aussi, en France, on a le nucléaire. Et aussi grâce à l'éolien. Alors, au niveau européen, le nucléaire reste premier, ce qui d'un point de vue climatique est une bonne chose. Après, le nucléaire a d'autres enjeux. Le deuxième, c'est l'éolien.
Et le solaire est en train de monter, c'est désormais numéro 5. Et juste au-dessus, c'est l'hydroélectricité, qui est une autre source d'énergie renouvelable qui est très intéressante. Et surtout ça, c'est nous qui fabriquons. On est quand même très dépendants des panneaux solaires chinois qui ont gagné cette bataille-là. Sur les panneaux solaires, l'Union européenne et l'Allemagne d'Angela Merkel ont choisi de détruire l'industrie solaire allemande et européenne. Mais ce qui a été détruit peut être reconstruit. Sur l'éolien, on reste les leaders mondiaux. Mais aujourd'hui, en France, on a Emmanuel Macron, président de la République, qui en 2014 a abandonné la filière éolienne française, Alstom Energy à l'époque, aux Américains de General Electric. L'arrivée de Trump au pouvoir, un bon moment pour le reprendre et pour sauver les chantiers navals de Saint-Nazaire, qui sont un fleuron de technologie éolien en mer. Je termine sur un point important. Aujourd'hui, on a la Pologne qui préside l'Union européenne. On était au Parlement européen à écouter Donald Tusk, le Premier ministre polonais. Et il nous a dit qu'il avait 3 priorités. La sécurité et la sécurité. Comment est-ce qu'on assure la sécurité énergétique du continent européen? Est-ce que Trump peut nous couper le gaz? Oui. Est-ce que Poutine peut nous couper le gaz? Oui, il l'a même déjà très largement fait et l'inflation qu'on connaît depuis 2021 est très largement liée à Vladimir Poutine. Et on évite, je crois, quand même de lui acheter depuis l'invasion de l'Ukraine. Ah non, la France continue à acheter énormément de gaz naturel liquéfié russe. La moitié du gaz naturel liquéfié russe arrive en Europe et la France est un des premiers importateurs grâce à Total Energy. Donc il y a une hypocrisie et là-dessus. le PDG de Novatec, Leonid Mikhelson, n'est toujours pas sanctionné par l'Union européenne. Et je pense fermeture de la parenthèse. On ferme la parenthèse. Poutine, Trump peuvent empêcher le gaz d'arriver en Europe. Ils ne peuvent pas empêcher le vent de souffler à Cherbourg. Ils ne peuvent pas empêcher le soleil de briller à Toulouse. Donc si on est réellement patriote, on doit investir dans les seules sources d'énergie qu'on a véritablement chez nous, à savoir les énergies renouvelables, les énergies de la mer, le vent, le soleil. Alors ça prend du temps. Il faut le faire, je crois que tout le monde est d'accord, mais il faut avoir des majorités, ce qui n'est pas gagné, et puis ça prend du temps. En attendant, c'est la Chine qui nous vend des panneaux solaires, et c'est la Chine qui nous vend des voitures électriques. On peut imaginer une nouvelle coopération pour le climat entre ces 2 pôles-là, l'Europe, la Chine? Alors oui, parce que ce sont 2 pôles qui sont en train d'avancer assez vite. Il faut voir que Trump a une politique très réactionnaire. C'est finalement une politique de retour en arrière vers ces énergies fossiles qui étaient la source d'énergie principale il y a encore quelques années ou qui reste actuellement encore importante. Mais le changement, il est massif. Ce que disait Thomas Pellerin-Garlin, c'est qu'actuellement, en Europe, la production d'électricité par le solaire a dépassé la production d'électricité par le charbon. Qui aurait pu l'imaginer en si peu de temps? On est passé de 39% de production d'électricité par les fossiles à 29% en 5 ans. On a économisé 59 milliards d'euros d'importation d'énergie fossile. C'est massif, c'est en route. En Chine, une voiture sur 2 vendue neuve est électrique. Donc c'est quelque chose qui est en marche. Sur le véhicule électrique, l'Europe avait un peu de retard. Heureusement, c'est en train de se mettre en marche, surtout pour produire des petits véhicules électriques qui soient enfin accessibles aux consommateurs français et européens. On a maintenant des modèles qui commencent à arriver sur le marché. Ça se met en place. Il ne faut pas reculer sur ces politiques. C'est comme ça qu'on va réussir effectivement à développer des industries de demain et à des coûts qui seront réellement abordables avec une souveraineté énergétique et industrielle qui nous préservera. Ce n'est pas une surprise si en Ukraine, actuellement, ce qui se développe, c'est le solaire et l'éolien. Un pays en guerre, on voit tout de suite qu'effectivement, l'espoir est permis. De produire. Vous partagez l'optimisme, Sébastien Treger? Oui, on peut collaborer avec la Chine, qui est le leader mondial. Mais c'est l'optimisme de la nécessité, c'est-à-dire qu'on est obligé d'y croire. Et en plus, sans faire la guerre commerciale. Il y a des raisons d'y croire. Ce que je trouve important de dire, c'est que la Chine a tout intérêt à garder comme horizon de modernisation ou de modernité de l'économie. Vous disiez, l'économie de demain, c'est les technologies décarbonées. La Chine a intérêt à ça parce qu'elle est en surcapacité industrielle sur ce volet-là. Et donc, on peut, sans faire des plans sur la comète... Surcapacité, elle a quoi, elle a beaucoup de capacité décennies industrielle d'avance sur la production. de batteries, de véhicules électriques, de panneaux photovoltaïques. Il faut qu'elle les écoule sur le marché mondial. Donc, il faut que l'accord de Paris existe. J'essaye de ne pas porter l'argument moral, mais l'argument de l'intérêt économique de la Chine. L'Europe a un intérêt à sa sécurité énergétique. Entre les deux, il va falloir trouver des formes qui permettent la souveraineté industrielle de l'Europe. C'est pas gagné, mais c'est absolument ce qu'on doit discuter avec les Chinois. Comment vous faites pour faire tout ça avec la souveraineté industrielle de l'Europe? Ça veut dire moins d'usines si on achète tout aux Chinois? Non, ça se construit. Ça se construit. Par exemple, une manière très simple de faire, c'est
aujourd'hui, on a des entreprises chinoises qui viennent installer des usines de fabrication de batteries en Europe. D'accord. Là où c'est intéressant, c'est que ça crée des emplois européens. Là Donc, aussi, intéressant aussi, c'est que elles se délocalisent chez nous, c'est dans le Nord, par exemple. Dans le Nord, mais par exemple en Hongrie aussi et dans d'autres pays européens. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la technologie chinoise est en avance sur la technologie européenne parce que eux, ils ont fait des investissements publics dans la recherche et l'innovation, ce que nous, malheureusement, nous avons fait de manière trop insuffisante. Une des choses qu'on peut faire, c'est de discuter avec les Chinois pour qu'il y ait un transfert de technologie. Ils peuvent accéder au marché européen, ils peuvent produire des batteries en Europe, mais en contrepartie, ils nous apprennent du coup leur technologie, un peu comme nous, on leur a appris ces technologies-là il y a une trentaine d'années. C'est à front renversé. À front renversé si on veut, ou disons un retour d'ascenseur pour le dire de manière plus positive, de manière à ce que nous on puisse reconquérir cette souveraineté industrielle qu'on est en train de perdre. Et je veux insister sur ça. Il faut quand même dire que c'est Xi Jinping, c'est quand même un État totalitaire, donc c'est la Chine qui deviendrait le nouvel allié de l'Europe. Je vais m'inscrire un peu en faux, effectivement, avec ce qui est dit, parce que ce qu'on voit par ailleurs, c'est des entreprises chinoises qui viennent, qui s'installent, qui recrutent parfois leur propre personnel, que ce soit dans notre pays ou dans les pays d'Afrique, etc., dans lesquels ils s'installent, et qui rapatrient leurs profits en Chine. Et donc, en fait, ça n'inonde que très peu le continent européen. Donc, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est vraiment d'investir dans la capacité de l'Europe à produire pour elle-même, mais que ce soit les batteries, mais aussi, on pourrait parler, par exemple, des médicaments dont on manque. On n'arrête pas de parler de ces pénuries de médicaments et du textile pour mettre fin à Shein et compagnie. Et donc, on a besoin de travailler, d'investir dans cette souveraineté-là. Et je crois qu'on n'a jamais autant été devant une évidence qui est celle que l'écologie, la diminution de la consommation de ressources, mais aussi la production sur place, ça veut dire plus de souveraineté, ça veut dire plus de liberté de choix, ça veut dire la protection du pouvoir d'achat, ça veut dire de l'emploi. Donc c'est vraiment cette direction-là qu'il faut prendre aujourd'hui. Le vrai test, pour conclure, ce sera la COP 30, c'est ça? Tout à fait, c'est une COP. On verra qui est dedans et qui est dehors. Elle va avoir lieu au Brésil et donc ça change la donne par rapport aux COP précédentes dans des pays qui étaient quand même plutôt en train de freiner. Et c'est l'année où tous les États doivent donner leur nouvelle contribution, doivent dire qu'est-ce qu'ils vont faire pour le climat d'ici à 2035. Et on va pouvoir additionner ces contributions pour voir justement si on arrive à ces plus 1,5 degré, 2 degrés ou au-delà. Et puis il y a des enjeux de financement également extrêmement importants. Donc ce chemin vers la COP 30, qui sera au mois de novembre, il va être jalonné de différents points d'étape et je pense que ce sera l'occasion de clarification fondamentale. Un moment très important. Un mot de conclusion. Le verre est à moitié plein ou à moitié vide? Un mot de conclusion qui est que c'est une aventure très intéressante pour l'espèce humaine, parce qu'en fait c'est l'espèce humaine qui est concernée, de savoir si elle va être capable de passer au-dessus des égoïsmes de certains dirigeants pour des agendas très politiques, comme l'a dit Anne Bringot. Et je pense que l'Europe a vraiment une carte à jouer, et y compris la France en Europe. Changer de discours et considérer qu'en matière de transition écologique, le discours politique et performatif, il provoque des effets, il provoque des mobilisations, c'est très important. Et c'est pour ça que se mobiliser pour que nos pays et notre pays, la France, soient à l'avant-garde de ce combat-là n'est pas du tout inutile, au contraire. On va s'arrêter là. Merci beaucoup. À vous de jouer, puisque vous êtes les acteurs politiques de ce débat, à Bruxelles ou à Strasbourg. Merci à vous d'avoir été sur le plateau d'LCP. On va parler à présent de votre rapport, Cécile Duflot, rapport annuel d'Oxfam sur les inégalités mondiales, plus que jamais d'actualité à l'heure où les milliardaires, ceux que Joe Biden appelle les oligarques de la tech, sont plus puissants et plus riches que jamais. Le diagnostic, les principales mesures, c'est dans l'invitation de Marco Pommier, interview juste après. Si on vous invite Cécile Duflot, c'est parce que vous jetez un pavé dans la mare. Les milliardaires sont plus nombreux et plus riches que jamais. Conclusion du rapport Oxfam, ONG que vous dirigez. On est sur une trajectoire d'incendie des super riches. Combattre les inégalités, c'est un peu le fil directeur de votre carrière. Députée, ministre du Logement, ancienne secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, directrice générale d'Oxfam France depuis 2018, vous pointez du doigt les écarts de richesse entre les plus pauvres et les ultra-riches. L'année dernière, leur patrimoine a augmenté de 2000 milliards de dollars. Il s'agit de la deuxième plus forte augmentation de la fortune des milliardaires depuis que ces données sont enregistrées. On compte aujourd'hui plus de 2700 milliardaires sur la planète, 204 de plus en un an, soit 4 par semaine. En France, la fortune cumulée des super riches a augmenté de 24 milliards d'euros depuis 2019. Des chiffres qui font tourner la tête, mais une richesse imméritée selon l'ONG.
36% de la fortune de ces milliardaires proviendrait d'un héritage. Un patrimoine qui reposerait aussi sur l'exploitation des pays les plus pauvres et sur des relations de connivence. Nous souhaitons dénoncer les connivences entre le pouvoir économique des milliardaires et le pouvoir politique qui menace nos démocraties. Vous en voulez pour preuve l'investiture de Donald Trump, entouré lundi des hommes les plus riches du monde. D'Elon Musk à Mark Zuckerberg, patron de Facebook, en passant par Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, ou le français Bernard Arnault. Une liaison incestueuse, dangereuse selon vous, Cécile Duflot, alors que 3,6 milliards de personnes dans le monde vivent sous le seuil de pauvreté. Alors, je vais vous faire réagir, justement. Repartons de cette image d'actualité. Elle va s'afficher. Elon Musk pour Tesla, Jeff Bezos, Amazon, Mark Zuckerberg pour Meta. Ils sont tous sous la coupole du Capitole pour l'investiture de Donald Trump. Qu'est-ce qu'elle dit, cette image, cette concentration du pouvoir des plus grandes fortunes à cet endroit-là? Qui a le pouvoir ? C'est une bonne question. Elle dit que la démocratie est vulnérable. Elle dit qu'un milliardaire, en l'occurrence Elon Musk, a acheté le président des États-Unis. Elle dit qu'on peut faire autrement aussi. Acheter le président ? Oui, parce qu'il a investi sur un homme politique en prenant beaucoup de place pour un agenda économique. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir que les positions de certains milliardaires qui évoluent montrent en creux que le pouvoir politique a un rôle. Si certains sont obligés de baiser la bague et de devenir, entre guillemets, d'accord avec le président des États-Unis, c'est probablement parce qu'ils savent que sinon, ils risquent d'être empêchés dans leur business et que donc, le pouvoir politique a un rôle. Et que Musk soit aujourd'hui politique dans l'administration, homme d'affaires et ministre. Oui, mais il est au service de son propre projet. D'ailleurs, il le dit assez évidemment, et de ses propres affaires. Et les liens entre Elon Musk et l'administration américaine et l'utilité de l'argent public et la nécessité pour beaucoup de ces milliardaires d'avoir été financés, soutenus par l'argent public, ça vaut aussi pour certains milliardaires français, c'est une évidence. La présence de Bernard Arnault, est-ce qu'elle vous a choqué ? Le premier groupe français, le luxe, la plus grande fortune de France, le 5e plus riche au monde. C'est la diplomatie du business mondial ? Peut-être, mais ça m'a attristée, parce que c'est quand même assez évident de se dire que le rôle de Donald Trump va être de mettre du sel sur les plaies dans son pays, mais plus largement dans le monde entier, et qu'on peut imaginer que n'importe qui, y compris d'ailleurs des milliardaires, puisse résister à cette tendance-là. On en vient au rapport dans un instant, mais autre question d'actualité. En 48 heures, la fortune de Donald Trump a été multipliée par 7 grâce à sa crypto-monnaie qu'il a lancée 2 jours avant son investiture et dont le cours a flambé. Ça veut dire que l'homme le plus puissant de la planète est en train de monétiser son pouvoir. Comment c'est possible qu'il puisse le faire, et est-ce que vous craignez qu'au fond ça déteigne en Europe et dans le monde ces liens entre l'argent et le pouvoir? C'est un risque. Le problème, c'est que quand vous gouvernez que pour quelques-uns, que pour vos intérêts personnels, vous vous coupez de l'immense majorité de votre pays, de la société, et qu'à un moment, ces inégalités-là, elles font craquer la société. On l'a vu dans beaucoup de pays, on le voit aux États-Unis où l'espérance de vie régresse. C'est un pays qui souffre de beaucoup de maux, de tensions au sein de la société, qui sont alimentés par les inégalités. Donc c'est aussi très court-termiste. Mais qui votent Trump, justement, les plus pauvres, les classes populaires, ça peut désarmer, comment vous le comprenez? Il y a un sociologue américain qui a travaillé sur ce sujet en disant, en fait, pour que ces inégalités, notamment économiques, soient supportable, il faut vraiment agiter des chiffons rouges pour détourner l'attention, y compris des plus vulnérables, pour leur dire « Non mais attendez, les responsables, ce sont les immigrés, ce sont ceux qui essayent de lutter contre le dérèglement climatique. » C'est vraiment des espèces de pantins qu'on agite pour faire oublier que les racines de beaucoup de difficultés et de beaucoup de tensions sont liées aux inégalités qui sont criantes aux États-Unis et qui s'accentuent. La fortune des milliardaires a explosé en 2024, plus 2000 milliards de dollars. Comment l'expliquer ? On l'explique par une réalité assez simple, qui est qu'on a beaucoup entendu parler du ruissellement. En fait, c'est pas du tout ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est l'inverse, c'est un geyser. C'est-à-dire que, et ça se passe dans tous les pays, la France inclus, vous l'avez mis dans votre sujet, la fortune des milliardaires français, c'est 13 millions d'euros de plus par jour depuis 2019. C'est-à-dire que les richesses se concentrent
et augmente au sommet. Et ça, il faut absolument casser cette logique-là, parce qu'on voit bien qu'on arrive de fait à une sorte de privatisation du pouvoir, de privatisation de la démocratie, et que ça provoquera de la casse sociale et de la fracture de nos sociétés. C'est une évidence, on l'a déjà sous les yeux. En moyenne, près de 4 nouveaux milliardaires sont apparus chaque semaine l'an dernier. Ça, c'est la magie des rapports d'Oxfam. Vous arrivez à chaque fois, par des chiffres, à les mettre en relief et à nous faire mesurer l'ampleur du phénomène. Mais c'est un problème en soi? Non, c'est pas un problème en soi qu'il existe des milliardaires. Le problème qu'on voit, c'est que ces milliardaires deviennent des super milliardaires. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on disait dans le rapport Oxfam de l'an dernier. C'est que dans les 10 ans, on connaîtrait le premier super milliardaire, 1000 milliardaires, trilliardaire, on ne sait pas trop comment l'appeler, c'est-à-dire un homme qui possédera 1000 milliards de dollars. Mais c'est aussi beaucoup d'emplois. Mais ce sera LVMH, par exemple, j'ai regardé, 214 000 salariés, premier groupe français dans le monde entier. Vous regardez l'évolution de la fortune de Bernard Arnault et l'évolution du nombre de salariés ou l'évolution de leur salaire, et il n'y a pas de rapport. C'est-à-dire que ces fortunes-là, ça devient des espèces de machines à s'auto-alimenter. Et donc, je le disais, ça se fait au prix d'une fracture de nos sociétés de plus en plus grande. Et le problème de ces milliardaires, c'est qu'ils deviennent des super milliardaires. Je vous disais, on pensait qu'il y en aurait un, il y en aura sans doute 5. Donc cette concentration, elle est encore plus importante et encore plus rapide. Une concentration que vous pointez bien du doigt et qui est mesurable, et en même temps, un taux de pauvreté qui ne diminue pas dans le monde. Et ça, tous les rapports le montrent, même si ce n'est pas directement lié. Si, c'est directement lié parce que, et d'ailleurs, ce n'est pas Oxfam qui le dit, c'est le FMI et la Banque mondiale qui maintenant disent le meilleur moyen pour faire baisser la pauvreté, c'est de lutter contre les inégalités, plus que la croissance, pour s'inscrire dans les dogmes anciens. Et d'ailleurs, il y a à l'agenda... encore aujourd'hui, à l'initiative du Brésil, des travaux du G20, cette idée d'une taxation des super milliardaires. Mais oui, bravo Oxfam, l'idée fait son chemin. Là, l'idée, c'est de taxer... Il y a quelques années, ça fait 13 ans qu'on fait un rapport sur les inégalités mondiales. Il y a 13 ans, c'était très militant, on disait vous êtes jaloux, c'est pas si grave, etc. C'est bien qu'il y ait des riches, ça va ruisseler. Aujourd'hui, la prise de conscience que c'est un problème et que, en fait, le capitalisme moderne produit à la fois la catastrophe climatique et cette inflammation des inégalités, qui, pour beaucoup d'entre elles, sont totalement imméritées. Ce qu'on a documenté dans ce rapport, c'est que 60%... Alors, ça peut faire un peu sursauter certains. Vous dites qu'il y a de la connivence, vous parlez même de corruption. Les mots sont très forts. Exemple. Exemple, dans certains pays, au Mexique notamment, la fortune d'un des très grands milliardaires mexicains s'est fait par le fait de conserver la propriété du seul réseau de téléphonie mobile, par des liens avec certains politiques qui posent question. Et d'ailleurs, quand nos collègues d'Oxfam Mexique ont mis ce débat sur la table, il s'est énormément rebellé, énormément énervé, parce que c'est un peu comme les vampires. Les milliardaires, ils n'aiment pas tellement qu'on explique la racine de leur fortune. Vous iriez jusqu'à parler de corruption pour Vincent Bolloré ? En tout cas, ce qui s'est passé en Afrique, c'est une forme de colonialisme maintenu, où il a utilisé une pression qui a été exercée par certaines institutions internationales, notamment le FMI, pour pousser à la privatisation de certains biens, comme les ports, qui a contribué à faire flamber sa fortune. Et d'ailleurs, on voit bien qu'il utilise cet argent au service d'un projet médiatique qui vise à faire taire les critiques et à inonder le débat public d'autres sujets. On parlait de ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est la même chose. C'est pas anodin d'essayer de faire flamber le racisme, l'antisémitisme et d'autres sujets sur certaines antennes possédées par Vincent Bolloré. Le sujet, c'est d'éviter qu'il y ait des débats sur cette question des inégalités. Alors revenons aux solutions. Ça fait très longtemps que Oxfam porte l'idée d'une taxe à 2%, 2% sur la fraction au-delà du milliard. C'est l'économiste Gabriel Zucman qui a beaucoup travaillé sur le sujet. Vous l'avez dit au G20 de Rio, elle était sur la table. Est-ce que vous pensez qu'elle verra le jour, honnêtement ? Et qui résiste ? Est-ce que ce sont les milliardaires ou est-ce que ce sont les politiques ? Est-ce que ce sont les politiques au service des milliardaires ? C'est la troisième hypothèse qui, à mon avis, est la bonne. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que même Biden, et on le voit dans sa dernière déclaration, était plutôt allant dans le débat sur cette taxation initiée par les Brésiliens, parce qu'on voit bien que si on ne régule pas cette situation, elle ne peut aller qu'en s'aggravant. Et ce qui est là aussi intéressant, j'en parlais tout à l'heure en disant pourquoi certains milliardaires sont allés à l'investiture de Donald Trump. On peut faire différemment, il n'y a pas de fatalité. Oxfam le propose depuis des années. Alors, bien avant, on parlait
pour lutter contre les paradis fiscaux, des taxes minimum pays par pays sur l'activité des entreprises. Ça apparaissait utopique, c'est réel. Alors, c'est pas encore suffisant, il y a encore beaucoup de choses à patcher dans ce dispositif, mais ça existe. Vous avez vu que même il y a beaucoup de milliardaires américains qui sont d'accord. Taxez-nous, ils le disent. Hein. Exactement. Et donc, on ne met pas... tous les milliardaires dans le même paquet, puisqu'il y en a un certain nombre d'entre eux qui sont tout à fait conscients et qui disent pour certains d'entre eux, mais quoi que je fasse... même fiers de payer plus. Exactement, et qu'ils le revendiquent et qu'ils le portent de manière très publique. Et évidemment que c'est intéressant, parce que comme quand c'est dit par une de nos organisations, on dit, bah voilà, vous n'êtes pas milliardaire. Quand c'est dit par des millionnaires, par des milliardaires, qu'ils disent de manière la plus... clair qu'il soit, c'est le cas d'un millionnaire allemand qui avait eu cette phrase, il dit « Moi, j'ai rien fait pour être un super riche, j'ai juste gagné à la loterie du sperme ». Ben voilà, c'est exactement ce qui se passe. 60% de la fortune des milliardaires, aujourd'hui, elle est héritée ou elle est le fait de relations de connivence. Alors revenons à l'Assemblée. Ici, à LCP, il y a eu beaucoup de débats sur la justice fiscale. Cette expression a été portée d'ailleurs par Michel Barnier, reprise par François Bayrou. Vous dites merci, enfin, les députés vont surtaxer les grandes fortunes, même de manière temporaire ? En tout cas, heureusement que ce débat maintenant a lieu de manière plus publique. Ça fait longtemps qu'on le dit, y compris pour la France. On a dit en 2017 que les choix fiscaux allaient aboutir à un quinquennat des inégalités. On a vu ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. En fait, la France est un pays qui est profondément attaché à l'égalité, c'est dans notre devise. C'est viscéral. Et c'est viscéral, c'est ce qui a produit le régime politique qui est le nôtre. Et donc il faut être très attentif à cette question. Et je pense qu'y compris des gens qui n'étaient pas sensibles à ce sujet se sont rendus compte que là, on est en train d'atteindre des choses qui deviennent intenables. Mais je voudrais dire qu'un des milliardaires les plus riches du monde est français, on l'a vu, c'est Bernard Arnault. Mais on a du mal à mesurer l'ampleur de ces fortunes. En fait, entre 1 million et 1 milliard, on voit pas tellement. Irréel et pour ça les devient gens. irréel. Juste pour comprendre, si on enlevait 99% de la fortune de Bernard Arnault, il resterait milliardaire. Donc on voit bien que 2%, c'est pas grand-chose. Par ailleurs, le rapport Pisani-Ferry-Mahfouz sur la transition écologique de notre pays et son financement... Un impôt climatique pour financer la transition. En débat un impôt qu'il, lui, trouvait exceptionnel. Mais on voit bien qu'il y a un potentiel fiscal. Il y a encore beaucoup de chemin. Mais l'Europe avance, elle a commencé même une taxe sur les super profits. J'ai une toute dernière question, très rapidement. L'Europe, elle met des règles, de la régulation, elle essaye d'avancer sur ces sujets-là. Elle n'a pas de big tech. Elle n'a pas de géant des GAFA ou de l'IA. Est-ce que c'est regrettable ? On peut dire que c'est regrettable, mais en revanche, elle est un énorme marché pour ces GAFA. Ouais. Twitter, par exemple, 50%, plus de 50% de l'activité des profits de Twitter se font en Europe. Donc si l'Europe décide de tenir tête à ces milliardaires, de tenir tête aux GAFAM, eh ben, elle a un pouvoir de négociation considérable. Et je pense qu'il faut arrêter de croire en sa propre faiblesse quand on n'est pas faible. Et on n'est pas faible si l'Europe est unie, déterminée et si elle arrive à sanctionner, par exemple, Elon Musk, Thierry Breton l'avait bien dit, on pourra faire plier. Le Brésil tout seul avait réussi à faire plier Elon Musk. Vous quittez X, vous, Oxfam ? Oui, Oxfam a quitté X depuis le 20 janvier dans le cadre de l'initiative HelloKitty. On est sur Blue Sky, sur Threads, et moi aussi. Et je pense que c'est une réponse très importante. Voilà. Merci beaucoup. Cécile Duflot, vous restez encore avec moi parce que c'est l'heure de la question qui fâche. On va accueillir nos chroniqueurs tout de suite. Ouais, ça va, ouais, je te remercie. Tir croisé ce soir avec Rodrigo Arenas. Bonsoir. Bonsoir. Député LFI, ancien président, je crois, de Co-président. Co-président de la FCPE, le syndicat des parents d'élèves. Et bonsoir Benjamin Amar. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes prof d'histoire géo et dirigeant CGT Val-de-Marne. Messieurs, voici la question qui fâche ce soir. Ce soir, notre question qui fâche concerne tout autant les cours d'école que les clubs Mickey ou les camps de scouts. Elisabeth Borne, nouvelle ministre de l'Éducation nationale, envisage de raccourcir les vacances scolaires. Celles d'été, plus précisément, qui pourraient passer de 8 à 6 semaines dès 2026. Vous savez, moi, ça me frappe quand je vais dans des collèges et dans des lycées. Il y a beaucoup d'élèves qui me disent « la journée est trop longue ». Bon, si on voulait raccourcir la journée, on voit bien qu'il faudrait sans doute réduire les vacances. En même temps, ça concerne les élèves, des professeurs, des collectivités, et donc c'est quelque chose qu'il faut prendre avec beaucoup de prudence et prendre le temps d'avoir ces échanges avec chacun.
Pas question donc de passer en force pour le moment, d'autant que la mesure risque de ne pas plaire à tout le monde. Les premières réactions des syndicats enseignants sont assez mitigées. Ce que dit Elisabeth Borne, c'est quand il y a trop de vacances scolaires l'été, les élèves perdent. Alors oui, les élèves ils perdent en habitude scolaire, un petit peu comme nous quand on part en vacances et qu'on revient, il faut se réhabituer. Eh bien nous, en tant qu'enseignants, on s'adapte pour qu'ils reprennent les habitudes assez rapidement. Ça fait partie de notre travail. Dire on va raccourcir de 2 semaines les vacances d'été pour leur éviter de perdre, c'est un leurre. Touchés aux vacances scolaires, plusieurs ministres avant Elisabeth Borne l'ont déjà évoqué sans jamais aller au bout de leurs intentions. L'ancienne première ministre ira-t-elle plus loin? Elle a en tout cas déjà relancé le débat. Faut-il raccourcir les vacances scolaires? Et une QQF, une question qui fâche, signée Clément Perrault. La parole à Rodrigo Arenas. On coupe? On raccourcit? Oui, non? Alors, c'est pas oui et non, parce qu'on parle des enfants. Les enfants, c'est le temps long. Et la question, c'est ce qu'on leur enseigne et comment est-ce qu'on respecte les enseignants. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on leur demande de faire une exigence à la fois pédagogique et sur leur rythme d'enseignant qui n'est pas adapté. C'est vrai, c'est un vieux serpent de mer. Hein. D'ailleurs, j'ai regardé, Vincent Payon en parlait déjà. Il y a 8 semaines, ça fait 2 mois et demi. Est-ce que c'est pas trop long? Faites bien de parler de Vincent Payon parce que c'est le ministre qui a eu le courage de faire les rythmes scolaires. Et en l'occurrence, tous celles et ceux qui aujourd'hui sont en train de s'intéresser aux rythmes sont en train de taper justement sur le fait d'essayer d'adapter le temps scolaire à l'intérêt des enfants. Mais vous vous situez où sur la question? Je me situe sur la question, sur le fait que d'abord, on ne va pas assez longtemps à l'école en France. Vous avez Cécile Dufaux sur votre plateau, par exemple. Aujourd'hui, il faut enseigner l'écologie aux enfants. Ce n'est pas le cas. Il faut enseigner le numérique aux enfants. Donc c'est pas prioritaire, c'est ça? Ce n'est pas une priorité parce que ce qu'on enseigne aux enfants n'est pas adapté aux besoins qu'ils ont pour affronter le monde qu'on leur lègue. Donc vous voyez, c'est une question complexe. Mais sur la question quand même de ces 8 semaines, est-ce qu'il faut passer à 6? Est-ce que c'est une bonne idée? L'idée de raccourcir le temps scolaire ne peut se faire qu'à l'aune de ce qu'on enseigne aux enfants et comment est-ce qu'on respecte aussi ceux qui enseignent aux enfants. Oui, si on y rajoute d'autres choses, un meilleur enseignement et une meilleure rémunération. Et qu'on respecte les enseignants sur leur rythme aussi, parce que contrairement à ce que disent beaucoup de ministres que vous avez cités, on donne ce sentiment que les enseignants, quand ils rentrent à la maison, ils ne font rien, ils se mettent devant Netflix ou ils s'occupent d'autre chose. Non, les enseignants préparent leurs cours, corrigent les copies, font en sorte aussi, dans le cadre de l'individualisation de l'éducation aux enfants, de faire en sorte de s'adapter. Donc il faut respecter, c'est un métier, et ne pas les remplacer par l'intelligence artificielle, comme le logiciel EMIA qui a été mis en place par le ministère de l'Éducation nationale pour la remédiation au français. Alors c'est un débat sur faut-il ou non raccourcir les vacances scolaires d'été. Benjamin Amar, elles sont trop longues les journées. C'est vraiment les syndicats qui le disent, les parents d'élèves le disent et les élèves le disent. Voilà un bon moyen de les raccourcir. Non, alors là, la question sur raccourcir les vacances d'été, c'est l'idée réintroduite par Mme Borne, c'est la mauvaise idée qu'ont eu tous les mauvais ministres de l'Éducation depuis au moins 20 ans. Écoutez, non mais déjà, il faut quand même rappeler que quand elle vient avec cette idée, elle vient avec déjà des chiffres erronés. C'est-à-dire qu'elle explique qu'en France, on a un niveau stratosphérique de vacances scolaires en été. Et avec des chiffres qui sont faux, parce que la réalité, c'est qu'en réalité, on est plutôt dans la fourchette basse. Il y a entre... non, j'ai regardé, les Allemands, les Britanniques... Oui, c'est les seuls. Ils l'ont fait. Vous avez trouvé les 2 seuls. Tous les autres, ils ont plus de vacances scolaires. En Espagne et au Portugal, c'est de 11 à 12 ou 13. En Italie, c'est de 11 à 14. Dans les pays scandinaves, c'est 9. Donc, si vous voulez, on a les 2 pays. Voilà, c'est rigolo, c'est comparatif. Mais tout le monde n'a pas les moyens d'occuper ses enfants pendant si longtemps. Attendez, mais ça, c'est autre chose. Et ensuite, moi, je suis syndicaliste. Donc, l'intérêt des élèves, c'est important, bien évidemment. Mais il y a aussi des personnels derrière. Donc, moi, je suggérerais à Mme Borne, vu qu'elle aime bien apparemment faire des comparatifs, qu'elle s'intéresse aussi au salaire. Parce que les profs en France, ils sont moins bien payés que les profs colombiens. Vous pouvez aller vérifier. Ils sont moins bien payés que les profs slovènes. Voilà. Est-ce que c'est un préalable à une discussion sur ces 8 semaines ou de toute façon, vous n'en voulez pas? Vous voulez garder les 8 semaines? Tout est question de priorité. Pour les personnels enseignants, la question salariale, elle est première. Et on la comprend parfaitement. Eh bien oui, mais on la comprend, mais personne ne la traite. Donc là, maintenant, on nous met ça entre les mains avec un art dans lequel les ministres macronistes ont leur 12e dan. C'est-à-dire qu'ils posent des problèmes et ils trouvent des solutions complètement alambiquées. Je rappelle, au moment où on avait un problème avec l'ancien système du post-bac, on nous avait dit la seule solution, c'est Parcoursup. Alors qu'il y avait une autre solution, c'était de créer des postes de fac en plus. Donc là, on vous, nous dit très clairement mais sur le temps scolaire, il y a d'autres possibilités. Il peut y avoir des réflexions. Là, il y a eu un rapport qui est sorti il y a très peu de temps, justement, qui mélangeait beaucoup d'acteurs. Sur cette question des temps scolaires, à aucun moment on propose de réduire les vacances d'été. Je vais vous dire le fond,
c'est en vérité un vieux fond populiste. C'est l'idée que les profs sont des feignasses et qu'il s'agit de les mettre au boulot. C'est ça, la petite musique de fond. Rien ne justifie cela, mais c'est la volonté de faire un peu de mousse avec une vieille idée finalement bien C'est très clair, scélérate. la position est bien comprise. Rodrigo Arenas, il y a quand même une question d'inégalité sociale face à ces 8 semaines. Ça, vous le reconnaissez? Tout le monde n'est pas dans une égalité des chances quand l'été arrive et qu'on est fin juin. Quand on a des parents qui vous mettent en colonie de vacances ou qui vous disent de lire des livres, c'est pas la même chose que quand on est laissé seul à la maison. Donc cette question-là de raccourcir n'est pas la solution? En tout cas, si vous raccourcissez le temps des vacances scolaires, au-delà de ce que dit monsieur, que je partage sur le traitement des enseignants dans notre pays, c'est qu'on ne peut pas à la fois raccourcir le temps scolaire et avoir cassé l'éducation populaire comme on l'a fait. C'est-à-dire que toutes les organisations, les associations nationales, dont d'ailleurs j'étais un des dirigeants, vous l'avez rappelé tout à l'heure, ont vu leur budget diminuer pour faire cette attention. Moi, je me rappelle, pendant la Covid, quand nous avons fait par exemple des vacances à la mer pour les enfants gratuites, sur l'agent des adhérents, l'État, ça a été aux abonnés absents. Donc on ne peut pas d'un côté déshabiller toutes celles et ceux qui s'occupent des enfants, qui font de l'éducation, pas d'un point de vue académique, qui font l'éducation, ce qu'on appelle l'éducation populaire, qui est constitutive de la République française. Donc c'est une goutte d'eau dans l'immensité des problèmes de l'école. Effectivement, vous avez raison. Si vous diminuez les vacances scolaires sans alimenter, soutenir et encourager celles et ceux qui vont s'occuper des enfants pour pas qu'ils traînent, pour pas qu'ils tiennent le mur, comme on dit de façon caricaturale sur les quartiers populaires, parce que ce n'est pas la réalité non plus sociale, et en leur diminuant les moyens, eh bien effectivement, vous allez créer des inégalités. Mais là où vous avez raison, c'est que la France est le pays dans lequel on va, entre guillemets, le moins à l'école sur le temps annuel, mais on fait le plus d'heures d'enseignement en classe. Et là, vous avez une profonde inégalité parce que par rapport aux pays de l'OCDE, les enfants travaillent plus à l'école. Et d'ailleurs, tout le monde sait que les enfants français sont maltraités par rapport au rythme qu'on leur fait subir. Cécile Duflot, vous étiez ministre avec Vincent Peillon, on en parlait déjà. Oui. Je crois que vous êtes maman d'une jeune fille qui est encore au lycée. Exactement. Ces longues plages d'été, il y a aussi une question de perte de niveau qui peut se poser d'ailleurs pendant ces 2 mois et demi. D'abord, je peux redire une chose, c'est que l'éducation, c'est un des services publics de base, qui est un outil fondamental quand on s'attaque à la question des inégalités. On parlait tout à l'heure de partage des richesses. D'avoir accès à des services publics de base de qualité, notamment l'éducation et la santé, c'est un combat fondamental. Et aujourd'hui, l'éducation est maltraitée. C'est pas du tout l'éducation nationale aujourd'hui un service public qui permet de réduire les inégalités, elle arrive même à les augmenter. C'est aussi un service public dans lequel les enseignants, les personnels ne sont pas bien traités, qui n'est pas une priorité budgétaire. Pour vous, cette question, ce débat. J'ai un peu l'impression, parce que pour le coup, je commence à en avoir vu beaucoup, qu'effectivement c'est un débat qu'on entend, mais je sais pas, peut-être tous les 2-3 ans. En fait, quand un ministre de l'Éducation ne sait pas trop quoi dire, ou n'a pas envie de parler de son budget, il parle des vacances. Parce que la question, c'est que pendant ce temps des vacances, on peut faire aussi tout un tas de choses extrêmement utiles pour les enfants. Être assis en classe n'est pas forcément ce qui est le plus épanouissant et le plus utile pour faire face aux défis qui viennent. Donc on peut aussi faire du sport, c'est ce qu'on fait dans d'autres pays. On peut aussi avoir tout un tas d'autres activités qui sont une richesse et qui permettent là de réduire vraiment les inégalités. Merci, on va s'arrêter là. Je vous promets de vous réinviter pour un prochain débat sur l'école. C'était un peu court, j'en conviens, mais c'était tout à fait pertinent. Merci Cécile Duflot. Lisez le rapport d'Oxfam sur les inégalités mondiales. Il est vraiment dans l'actualité cette année. Très belle soirée. C'est dit. Très belle soirée. À demain.